Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de cette série de vidéos consacrée au home studio. Et comme annoncé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler matos. Alors les amis, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous vivons une époque formidable pour les gens qui veulent commencer à faire de la musique chez eux. Et oui, parce qu'avec un ordinateur et très peu de matériel, on peut vite faire des choses très professionnelles. 1, 2, 3, 4. And the track is done. Et c'est notamment pour cette raison qu'aujourd'hui je n'aborderai pas les solutions d'enregistrement dites analogiques. Même si beaucoup de personnes utilisent encore ces solutions d'enregistrement, et notamment dans les grands studios professionnels, il faut savoir que ces solutions ça peut coûter très cher. En plus de ça, c'est souvent peu flexible, et c'est pas si simple d'utilisation et d'entretien. Ah oui, petit point pour les potentiels disclaimers de cette vidéo. Premièrement, sachez que beaucoup de choses vont être vulgarisées, et qu'il existe beaucoup d'alternatives au matériel que je vais présenter. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens pour acheter le matériel présenté sur le site du magasin Hurricane Music. Ce magasin de la région nantaise est incroyable, l'équipe est fantastique et d'excellents conseils. Si vous habitez autour de Nantes, n'hésitez pas à aller les voir et leur faire un gros bisou de ma part. Ceci étant dit, c'est parti. Voici les 7 éléments essentiels d'un home studio. Et premièrement, tu vas avoir besoin d'un ordinateur. Qu'il soit Mac ou PC, fixe ou portable, vieux ou récent, on s'en tape. On bat les couilles. Celui que tu possèdes probablement déjà fera très bien l'affaire. Alors pas la peine de te ruer à la Fnac pour t'acheter une bête de course, on va d'abord essayer avec celui que tu possèdes déjà. Et si tu n'as pas de PC, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour savoir si tu serais intéressé pour que je fasse une vidéo pour t'aider à en choisir un. Et deuxième point essentiel de ton home studio, un DAW. Digital Audio Workstation. Pour faire simple, c'est un séquenceur. Pour faire encore plus simple, c'est un logiciel que tu vas installer sur ton ordinateur et qui représente une console de mixage numérique. Et sur cette console de mixage numérique, tu vas pouvoir enregistrer piste par piste les différents éléments de tes morceaux, puis les mixer. Et des DAW, il va en exister des dizaines sur le marché. Allez, fais péter la liste, bébé. Oh, c'est pas une liste. Pro Tools, Logic, Ableton, Studio One, Cubase, FL Studio, Audacity, Reaper, etc., etc. La liste est putain de longue. Et pour être honnête avec toi, je ne pense pas qu'il y en ait un meilleur qu'un autre. Chaque logiciel va te proposer une approche différente de l'enregistrement et du mixage. En tout cas, si tu possèdes un Mac, sache que tu embarques déjà le logiciel GarageBand qui sera très bien pour commencer. Et pour ma part, j'utilise le logiciel Reaper que tu peux télécharger gratuitement dans sa version d'essai et pour une durée illimitée. Et après cette période d'essai illimitée, si jamais tu souhaites l'acheter, il faut savoir qu'il est vraiment pas cher, surtout en comparaison des plus grands logiciels du marché. Et je te mets un petit lien dans la description si tu veux le télécharger. En tout cas, je te conseille vraiment d'utiliser ce logiciel, et ça pour plusieurs points. Le premier, c'est qu'il est très facile à prendre en main. De plus, tu vas trouver énormément de tutoriels sur internet, notamment sur YouTube, pour t'aider à progresser. Il est également très léger et parfaitement optimisé que tu sois sur Mac ou PC. De plus, si tu me suis sur cette chaîne, ça sera bien plus simple pour toi de refaire les différents exercices que je vais présenter, sachant que je bosse moi-même sur Reaper. Il est là. Bref, à toi de choisir. Et troisième élément essentiel de ton home studio, la carte son. Pour faire simple, c'est un petit boîtier externe que tu vas venir brancher à ton ordinateur. Et ce petit boîtier miracle va faire la liaison entre ton ordinateur et le monde extérieur. Sur ce boîtier, tu vas retrouver des entrées dans lesquelles tu vas venir pouvoir brancher un micro, une guitare, une basse, etc., etc. Et le son qui va rentrer dans ta carte son va directement atterrir dans ton logiciel de mixage. Et sur ce boîtier, tu vas également retrouver des sorties dans lesquelles tu vas venir pouvoir brancher ton ou tes systèmes d'écoute, que ce soit un casque ou des enceintes. Mais ça, on en parlera plus tard. Et le choix de ta carte son est donc foutrement primordial. En effet, le nombre d'entrées et de sorties dont elle dispose va vraiment dimensionner la manière dont tu vas pouvoir travailler. Mais rassure-toi, pour le commun des mortels, une carte son avec 2 entrées est entièrement suffisante. En effet, généralement, tu vas chercher à t'enregistrer avec un micro, ou alors faire un enregistrement stéréo d'une guitare acoustique avec 2 micros par exemple.
Mais il y a quand même quelques exceptions. Et je pense notamment à nos amis les batteurs. Et oui, ils vont vouloir enregistrer tous les éléments casse-couilles de leur batterie. Ils vont donc avoir besoin d'une carte son avec beaucoup d'entrées. Et ouais, ils font chier ces batteurs. Mais cas particulier, on en parlera en temps voulu. Bref, revenons-en à la carte son. Il va falloir que tu fasses très attention avec ce boîtier, car ce boîtier se trouve au début et à la fin de toute la chaîne du son. Donc si tu as des entrées et des sorties de mauvaise qualité, eh bien tu vas faire entrer de la merde d'un côté et faire sortir de la merde de l'autre côté. Donc je ne te cache pas que toutes les cartes son les moins chères que tu trouveras sur internet sont à proscrire. Parce que comme dirait un bon copain à moi, shit in, shit out. Mais rassure-toi, aujourd'hui une carte son de bonne qualité, ça se trouve à un prix très abordable. Et si je devais choisir ma première carte son, je choisirais la Focusrite Scarlett 2i2. Et de première, deuxième ou troisième génération, on s'en bat les couilles, frère. Bien sûr, tu vas trouver un lien dans la description. Cette carte son possède 2 entrées et 2 sorties qui devraient couvrir la majorité de tes besoins. Elle possède des préamplis de très bonne qualité et c'est avec cette carte son que j'ai enregistré énormément de mes productions. Bref, on enchaîne. Autre point indispensable de ton home studio, un système d'écoute. Et là, 2 grandes solutions vont s'offrir à toi. D'un côté, les casques, et de l'autre, les enceintes. Et bien évidemment, chacune de ces 2 solutions propose des avantages et des inconvénients. Pour les casques, eh bien à mon sens, ils vont proposer le meilleur rapport qualité-prix. En effet, pour pas trop cher, tu trouveras un casque qui aura une très bonne restitution du son. De plus, le casque, contrairement à des enceintes, il est relativement silencieux. Ce qui t'évitera de faire chier tes colocs, ta famille, tes voisins, et bref, à peu près tout le monde autour de toi. Olivier! Et je parle en connaissance de cause. Nope. Et vu que c'est un casque, tu n'auras pas besoin de te préoccuper de l'acoustique de la pièce dans laquelle tu vas travailler. Et pour les inconvénients, je vais t'en citer 2. Le premier, c'est que travailler pendant de longues heures avec un casque sur les oreilles, eh bien ça fait mal, et en plus de ça, c'est fatigant. Mais pour moi, le plus gros inconvénient d'un casque, c'est qu'il va t'isoler et va t'empêcher de collaborer avec d'autres personnes dans le studio. Sauf si ta carte son te permet de brancher un deuxième casque ou une paire d'enceintes supplémentaires. Et de l'autre côté, on va retrouver les enceintes. Premier avantage des enceintes, c'est que comme tu n'as pas de casque sur les oreilles, eh bien ça sera beaucoup moins fatigant et tu vas pouvoir travailler plus longtemps. Et deuxièmement, à l'inverse des casques, tu vas pouvoir travailler avec plus de personnes dans le studio. Et troisième point, c'est plutôt stylé d'avoir des enceintes sur son bureau en fait. Nope. J'en ai pas. Maintenant parlons des points négatifs. Tout d'abord, une bonne paire d'enceintes, ça va coûter beaucoup plus cher qu'un bon casque. Et deuxièmement, si tu veux exploiter à fond tes enceintes, il va falloir que ta pièce soit un minimum traitée acoustiquement. Et ça coûte un bras, ce qui n'est pas le cas ici. Et enfin, tu vas goûter aux joies du leak. Ou en français, la repisse. Alors pour faire simple, le jour où tu vas t'enregistrer face à tes enceintes, le son qui va sortir des enceintes va rentrer dans le micro et s'enregistrer une deuxième fois sur la piste que tu étais en train d'enregistrer. Et ça, c'est un joyeux bordel. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Maintenant que tu connais les avantages et les inconvénients des casques et des enceintes, à toi de choisir. Et voilà une référence de chaque catégorie qui seront très bien pour commencer. Et 5e élément clé de ton studio, un micro. Et ici on va retrouver 2 grandes familles. D'un côté les micros statiques et de l'autre les micros dynamiques. L'avantage des micros statiques, c'est qu'ils sont très sensibles et vont offrir une très bonne réponse en fréquence de l'ensemble du spectre sonore. Et c'est pour ça que les micros statiques, tu vas les retrouver dans tous les studios du monde. En revanche, si tu comptes travailler dans un environnement un peu bruyant, tu vas te ramasser à balle de bruit de fond, mon grand. Le micro statique ne sera pas forcément la meilleure solution pour toi. En effet, si tu bosses avec pas mal de bruit, je te conseillerais plutôt de partir sur un micro dynamique. Le micro dynamique sera globalement moins sensible que le micro statique, donc moins de bruit de fond, mais par contre il aura une réponse en fréquence un peu moins fidèle qu'un micro statique. On entend claquer, mais ça donne pas le son que ça devrait donner. Mais attention, c'est pas pour autant que ça en fait un mauvais micro, hein. A titre d'exemple, le chanteur des White Stripes, Jack White, enregistre toutes ses pistes de voix dans un SM57. Et c'est pas pour autant qu'il sonne comme un guignol. Et en plus, je te ferai remarquer que le fameux micro boule que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie, il est utilisé sur toutes les scènes de concert du monde. Parce que ça marche putain de bien. Et sur le marché, entre micro statique et dynamique, il y a le choix. Tu vas en trouver tous les prix, toutes les couleurs et de toutes les formes.
Mais pour commencer, voici 2 références de micros statiques et dynamiques qui fonctionneront très bien. Et enfin, sache que sur le marché, tu peux aussi acheter un pack de home studio comprenant un système d'écoute, un micro et une carte son. Elle est pas belle la vie ? Notamment ce pack de home studio de chez Focusrite. Pour avoir essayé le micro du pack, ça marche bien, le casque est de bonne qualité et la carte son, c'est celle que j'utilise en ce moment même pour enregistrer. Et pour être honnête, ce pack je te le conseille vraiment. C'est un très bon rapport qualité-prix et tu pourras faire des productions très professionnelles avec. Ça pousse. De plus, les prix sont très accessibles et vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, ça pourrait être une bonne idée de cadeau à mettre sous le sapin. Suspense! Et cerise sur le gâteau, ce pack comprend quelques logiciels gratuits qui pourront t'aider à commencer ton home studio. Magnifique. Et autre point important pour ton home studio, les plugins. Et un plugin, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un logiciel que tu vas venir ouvrir dans ton logiciel de mixage. Et on va retrouver 2 grandes familles de plugins. Les instruments virtuels et les effets. Un instrument virtuel, c'est un instrument que tu possèdes ou pas, que tu vas venir pouvoir jouer via ton logiciel de mixage. Une flûte, un violon, une guitare, un synthé, etc., etc. Tout est possible. Et si tu as choisi Reaper comme logiciel de mixage, sache qu'il n'en propose pas. Fils de pute! Il va donc falloir que tu en trouves ailleurs. Mais comme je suis un mec hyper sympa, tu retrouveras bientôt sur cette chaîne une vidéo consacrée aux plugins gratuits. Ouais, mon pote! Et maintenant, je te propose qu'on parle un peu des plugins d'effets. Comme les instruments virtuels, les plugins d'effets sont des logiciels que tu vas pouvoir venir ouvrir dans ton logiciel de mixage. C'est avec ces plugins que tu vas pouvoir mixer tes morceaux et rajouter des effets sur tes instruments. Par exemple, une reverb, une distorsion, un compresseur, une égalisation, un delay, un chorus, Et plein d'effets plutôt sympas. et là, peu importe les logiciels de mixage que tu vas utiliser, 3 quarts face. ils en embarquent tous déjà. C'est dingue, c'est la puissance de ce mec, c'est un 7ème dan aussi en même temps. Peu importe ton logiciel de mixage, les plugins d'effets qu'il embarque sont tous très bien. Ils seront parfaitement optimisés pour ton logiciel, ils sont puissants et tu obtiendras un résultat très professionnel avec. En particulier sur Reaper. Beaucoup plus performant. Donc apprends à t'en servir à 100% avant de penser à en acheter des nouveaux. Petite soif. Et 7ème point important de ton home studio, un contrôleur MIDI. Concrètement, c'est une télécommande que tu vas venir brancher à ton ordinateur et qui va te permettre d'interagir avec ton dos. Ça peut se retrouver sous plein de formes différentes, mais généralement on va retrouver des claviers et des pads. Ça va notamment te permettre de jouer avec les instruments virtuels que tu auras installés dans ton dos. Et même si tu n'es pas pianiste, ça va te permettre de composer bien plus vite que si tu devais tout faire avec ta souris. Le contrôleur MIDI n'est pas essentiel pour ton home studio, mais si tu peux te le permettre, je te conseille vraiment d'investir dans un petit contrôleur comme celui-ci. Et petit bonus pour la fin, j'aimerais te parler de 2 choses qu'il ne faudra pas négliger. Premièrement, c'est le lieu dans lequel tu vas installer tout ton beau matériel. Si tu le peux, essaie de t'installer dans une pièce ou dans l'extrémité d'une pièce, le plus loin possible des lieux de passage pour éviter de gêner et d'être gêné par les personnes avec qui tu vis. Et si tu le peux, essaie d'éviter les pièces où il y a beaucoup d'écho qui pourraient nuire à tes enregistrements. Maintenant, parlons du bureau sur lequel tu vas installer tout ça. Si tu as déjà un bureau, c'est parfait, mais si jamais tu dois en acheter un, essaie d'investir dans le bureau le plus grand possible. Et pas que dans la longueur, aussi dans la profondeur. Parce que la différence entre un bureau DMAO et un bureau classique où tu pourrais faire tes devoirs ou du traitement de texte, c'est que tu vas t'étaler dans tous les sens en jetant tes crayons, tes câbles, tes jogs, tes médias. Ça va être Bagdad. Et clairement, tu auras besoin d'espace. Et si tu as investi dans un contrôleur MIDI, n'oublie pas que tu vas devoir le placer entre ton écran et le clavier sur lequel tu tapes. Et même si t'es le roi de l'organisation, tu vas quand même devoir y placer bien plus d'éléments que sur un bureau standard. Ah oui, et n'oublie pas la chaise sur laquelle tu vas passer de nombreuses heures. Évite les chaises merdiques et choisis une chaise très confortable sur laquelle tu n'auras pas mal au cul après une journée complète à te prendre la tête sur ton logiciel. C'est préférable, crois-moi en mon expérience. Je saigne du cul! Ton fessier et ton dos te diront merci.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésite pas non plus à me laisser un petit commentaire, et je t'invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici. Sur ce, à la prochaine. Ciao! Et bonne thérapie, bien sûr.